Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Je suis Anna Nelboukili, Security and Compliance Strategist chez AWS et je vais vous parler aujourd'hui du Zero Trust. Donc, toutes les entreprises, toutes les organisations ont cet objectif commun de renforcer leur cyberdéfense contre des menaces extérieures, donc ces cyberattaquants qui veulent s'introduire dans le système d'information, prendre contrôle des systèmes critiques, et aussi des menaces intérieures qui se font passer pour des accès légitimes et qui sont aussi difficiles à détecter. Donc, elle se pose toute cette question majeure qui est comment me protéger mes données et mes systèmes sensibles. Le Zero Trust est un modèle qui a pour objectif de répondre à cette question. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter notre vision AWS du Zero Trust. Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à un modèle de sécurité classique? Comment vous pouvez le construire et le déployer au sein de votre organisation? Alors, tout d'abord, j'aimerais souligner que le Zero Trust n'est pas un modèle ou un concept standard. Si on pose la question « c'est quoi le Zero Trust ?» eh bien, on aura des réponses complètement différentes. Ce n'est pas donc une solution qu'il faut déployer, tout simplement, qu'il faut déployer partout de la même manière. Ça, c'est la première partie. La deuxième on va dire, caractéristique, c'est que ça exclut, ou bien ça écarte la notion de la sécurité périmétrique, du périmètre réseau. Donc ça ne l'exclut pas, justement, mais l'idée, c'est que ça ne sera plus l'axe central sur lequel le contrôle d'accès sera basé, sur lequel on va décider qui a accès à quoi. En revanche, on va aussi plus s'intéresser à des contrôles basés sur l'identité et des décisions d'autorisation plus dynamiques. Donc pour mieux expliquer c'est quoi le Zero Trust et pourquoi vous en avez besoin, je vais faire cette analogie avec cette maison. Donc, nous avons cette maison de campagne qu'on veut protéger. Alors, à une certaine époque, on considérait les murs de cette maison comme le périmètre pour la sécurité. Alors, on mettait les objets de valeur dans cette maison et puis on installait des verrous au niveau des portes et au niveau des fenêtres. On installait aussi des détecteurs à l'intérieur de la maison si jamais les mesures préventives étaient bypassées ou bien dysfonctionnées. Et pour l'époque, ça marchait plutôt bien. Sauf qu'aujourd'hui, la situation a changé sur plusieurs aspects. Tout d'abord, aujourd'hui, il est difficile de déterminer où sont ou délimiter les murs de la maison. Nous avons des applications on-prem, nous avons des applications dans le cloud, nous avons des environnements dans un autre cloud qui communiquent avec ce cloud-là. Nous avons aussi des IoT, des capteurs IoT qui envoient des informations vers le cloud. Nous avons aussi des utilisateurs qui se connectent aux ressources de l'entreprise depuis le réseau interne, depuis un réseau externe qui n'est pas sécurisé, qui utilise des devices de l'entreprise ou leurs devices personnels. Donc la situation n'est plus telle que tout ce qui est à l'intérieur de la maison est considéré de confiance et tout ce qui est à l'extérieur ne l'est pas. Nous avons aussi aujourd'hui de plus en plus de personnes qu'on invite à l'intérieur de la maison, qu'on installe dans le salon, mais on ne veut pas pour autant qu'ils aient libre accès à tout ce qu'il y a dans la maison. Par exemple, se servir d'un portefeuille posé sur un coin, ne soit plus basé sur les murs, sur cette sécurité périmétrique. Nous avons besoin de mettre des protections au plus près possible de ce qui a de la valeur. Donc, il y a plusieurs différentes dimensions à considérer lorsqu'on parle du Zero Trust. Donc, la première, c'est le réseau. Il existe plusieurs manières, plusieurs méthodes pour réduire ou minimiser le besoin ou l'importance du réseau. On peut par exemple définir de tout petits périmètres réseau, des micro-périmètres, ce qu'on appelle aussi micro-segmentation. On peut aussi mettre la sécurité par-dessus le réseau. Donc même si l'information circule plus ou moins librement dans le réseau, eh bien, elle bénéficiera toujours d'un niveau de protection. On peut aussi mettre des passerelles, des proxys au niveau des intercepteurs, de telle sorte que
ça construit une sorte de barrière et que la donnée soit invisible sans authentification. On peut aussi utiliser des VPN plus dynamiques ou encore faire une combinaison de tous ces concepts. Donc, on voit qu'il y a plusieurs variantes au niveau du réseau et il y en a aussi beaucoup au niveau de l'identité. Donc, la deuxième dimension, c'est l'identité. Et lorsqu'on parle de renforcement de l'authentification, est-ce qu'on parle de l'authentification d'un utilisateur qui veut accéder à une ressource, à une application, à une donnée? Est-ce qu'on parle de l'authentification entre machines, entre composants matériels? Ou est-ce qu'on parle d'une authentification entre composants logiciels, entre services, entre applications, entre services web? Donc, ou encore une fois ici, une combinaison de tous ces concepts. Donc, lorsqu'on voit la diversité des sujets intrinsèques aux dimensions, aux aspects qui constituent finalement sur lesquels se base le Zero Trust, on peut facilement arriver à une sorte de confusion ou on va dire, d'incompréhension à un certain niveau dans la discussion. Donc, et c'est ça qu'il faut éviter. C'est ce que aussi, donc, je vais donner quelques conseils aujourd'hui pour qu'on puisse éviter de se retrouver dans une situation pareille et ne pas rater une belle occasion pour construire un niveau de sécurité supérieur par rapport aux générations précédentes. Donc, quelques principes directeurs du Zero Trust. Alors, la première chose, c'est que on remarque que lorsqu'on discute du contrôle d'accès, eh bien, on est vite bloqué dans les discussions entre soit d'une part un contrôle basé sur l'identité, soit de l'autre basé sur le réseau. Et comme une sorte de choix binaire. Alors, il est vrai que les contrôles basés sur l'identité sont précis, sont fins, et donc ils sont puissants. Donc, par exemple, authentifier de façon unique chaque requête, chaque appel est une mesure vraiment très puissante. Mais cela dit, comme on a vu pour la maison, donc on a besoin aussi des murs parce que ça protège des menaces extérieures. Ça protège de la neige pour la maison et nous, pour l'entreprise, ça nous protège des menaces extérieures. Donc c'est pour cela que, et aussi la sécurité périmétrique, ce sont des contrôles qu'on connaît bien, qu'on maîtrise dans l'entreprise. C'est quelque chose avec laquelle on est très familier. Donc ce que nous proposons, c'est de remplacer le « ou » par un « et ». Les contrôles basés sur l'identité sont fins et précis, mais ils fonctionneront encore mieux, de façon plus efficace, dans le cadre de contrôle de sécurité périmétrique strict. Donc, ce qu'il faut, c'est que les deux catégories de contrôle fonctionnent ensemble. Donc, il faut non seulement qu'ils coexistent, mais il faut qu'ils soient conscients l'un de l'autre. Il faut qu'ils soient cohérents, implémentés de façon cohérente. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on parle du contrôle d'accès, c'est de baser le raisonnement sur 3 axes. Qui, quoi et où. Qui, c'est l'utilisateur, le service ou la machine qui souhaite accéder à une ressource. Quoi, c'est la ressource à laquelle on souhaite accéder ou celle qu'on souhaite protéger. Et où, c'est la localisation réseau à partir de laquelle l'appel est susceptible de provenir. Et si on arrive à mettre en place une politique qui tient compte de ces 3 axes, eh bien, on aura vraiment réussi à construire quelque chose, un niveau de sécurité vraiment supérieur. Le deuxième principe directeur auquel j'aimerais attirer votre attention, et celui-là, il est vraiment important, j'aimerais que vous le reteniez, c'est les cas d'usage. Toujours partir du cas d'usage. Alors, nous nous sommes intéressés aux 3 cas, l'accès machine à machine, l'accès d'un utilisateur vers une application, un service, et ce deuxième cas qui est, on va dire, le plus présent dans les esprits lorsqu'on parle du Zero Trust, parce que typiquement, on traite le cas où un utilisateur qui accède à n'importe quelle ressource depuis n'importe quel café. Et ces 2 premiers fonctionnent plutôt ensemble. Le troisième cas, c'est la transformation digitale ou la transformation numérique ou les IoT. Donc, typiquement, nous avons par exemple ces capteurs IoT en haut d'une éolienne, ces capteurs IoT au niveau d'un réservoir
de carburant qui envoient des données vers le cloud. Donc l'idée, c'est de partir de ces cas d'usage parce que c'est comme ça qu'on va réussir à se mettre d'accord on va dire, le côté académique de la chose du Zero Trust. Ça permet aussi, et ça c'est très important, de résoudre des vrais problèmes qu'on a dans l'organisation et se concentrer là-dessus. Et on atteindra des objectifs métiers et organisationnels clairs. Le troisième principe, c'est il ne faut pas oublier que le Zero Trust est encore dans ses débuts. Donc, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose un modèle que vous devez juste appliquer par mandat, appliquer partout. Ce qu'il faut vraiment, c'est se concentrer de le mettre ou de l'implémenter là où ça fait du sens, là où ça apporte de la valeur. Il faut vraiment avoir en tête que on a besoin de protéger des informations, des ressources qui ont de la valeur. Et cette valeur, elle vaut l'investissement supplémentaire. Cet investissement supplémentaire, il est en matière de conception, du design, des contrôles de sécurité, de l'implémentation des contrôles de sécurité, mais aussi de la condition en maintien, du maintien en condition opérationnelle de ces contrôles de sécurité. Donc voilà. Avant de terminer, et pour rendre aussi ces concepts plus concrets pour vous, donc, je vais vous donner un exemple d'implémentation du Zero Trust. Donc, l'exemple le plus évident, c'est comment des millions d'utilisateurs interagissent avec les services AWS, et ce, chaque jour. Donc, tous ces utilisateurs appellent des services web qui sont accessibles publiquement. Et ce, à travers Internet, le réseau le moins sécurisé du monde. Ils utilisent donc ces services web pour interagir avec les services AWS et transmettre des données, peut-être leurs données les plus sensibles. Alors, tout cela se fait en toute sécurité parce que la communication est chiffrée avec le protocole TLS. Donc, ce qu'on a, c'est que chaque requête est signée de façon individuelle et de façon unique par un protocole de signature qui est SIG-V4 d'AWS. Si vous n'êtes pas familier avec le protocole SIG-V4, je vous ai mis le QR code pour la documentation qui est disponible sur notre site web. Donc, chaque requête est signée suivant un protocole, une méthode cryptographique qui est solide, approuvée, et on ne met pas en jeu les données d'identité. Ensuite, lorsque AWS reçoit chaque requête, elles sont individuellement authentifiées et autorisées. Donc ça, c'est un modèle de Zero Trust qu'AWS implémente. C'est quelque chose qui existe depuis le début de nos premiers services S3. Et nous faisons ces authentifications et autorisations à raison de 400 millions au moins de requêtes par seconde. Donc un chiffre vraiment incroyable. Donc cette solution existe chez AWS depuis très longtemps, avant même que le Zero Trust soit à la mode. Mais je pense que c'est très représentatif de ce qu'on peut implémenter avec le Zero Trust. Merci de votre attention. Pour rester en contact, voici mon... Merci. Merci. Anan, peut-être une question, si vous me le permettez. Zero Trust, c'est implanté automatiquement chez Amazon ou c'est une option? Non, c'est automatique, c'est partout. Bon, oui, c'est automatique et c'est partout, effectivement. Donc, OK, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que vous allez plus loin que la simple démarche de dire attention par rapport à d'autres acteurs du cloud qui ont tendance à dire c'est contractuel, il faut le faire, mais si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Vous serez implanté automatiquement. Voilà, chaque requête est